Rebonjour à tous. Je vais vous demander de vous installer rapidement puisqu'il est 14h30, donc on va laisser le temps aux orateurs de s'exprimer pour laisser un temps aux discussions. Donc c'est une session où la chirurgie vasculaire est mise à l'honneur, ce qui est très bien. Et je vous propose de commencer tout de suite dans les temps avec la première intervention de Thomas Kerfon qui va nous parler du sujet. Tous les patients vasculaires sont-ils fragiles? Je te remercie et à tout à l'heure. Merci Madame et Monsieur le modérateur, chers collègues. Donc j'ai l'honneur de démarrer cette session et la lourde tâche de vous maintenir éveillé en postprandial. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Alors pour bien définir le sujet qui peut être vaste, quand on va parler de chirurgie artérielle dans ce vasculaire dans ce topo, c'est la chirurgie artérielle, de la carotide, des abords vasculaires pour l'hémodialyse, de l'aorte abdominale, des artères à destinée digestive et de la revascularisation des membres inférieurs. La chirurgie vasculaire, ce n'est pas un non-sujet. En termes d'épidémiologie, on pourrait mettre 4 slides dessus. C'est 15 000 chirurgies de la carotide. Sur les dépistages anglais qui sont un peu meilleurs que les nôtres, on a 1% d'anévrisme de l'aorte abdominale chez les hommes de plus de 65 ans et l'artériopathie des membres inférieurs a une prévalence importante sur le plan mondial, parce que même les populations dans les pays dits en voie de développement ont à peu près la même prévalence d'AOMI, et c'est croissant avec l'âge. Alors l'autre versant de la question, c'est la fragilité. Donc à quoi ça fait écho? On peut parler de la morbimortalité. Donc on va voir vaisseau par vaisseau. Concernant la carotide, le terrain, sans grand étonnement, c'est des hypertendus, dyslipidémiques, diabétiques. Ils ont des atteintes vasculaires autres, type artériopathie inférieure justement, et il y a un certain nombre d'incidents rénaux. Si on prend cette description de population sur une cohorte d'une étude qui s'appelle GALA, dont l'objet n'est pas celui du topo, c'était la comparaison de l'ALR en chirurgie carotienne versus l'ACI générale, on voit qu'on a à peu près cette distribution des comorbidités décrites, avec en plus un point à voir, c'est qu'on a une population de coronariens qui représente un tiers de l'effectif globalement. De quoi ils se compliquent ces patients? Bon, de manière non étonnante, d'accidents vasculaires ischémiques. Donc si on compile les données de chirurgie programmée et urgente, sachant qu'en chirurgie de la carotide, ce n'est pas d'urgence immédiate, la semi-urgence dans le contexte de l'AVC, donc les 15 jours post-survenue de l'événement, on a jusqu'à 3%, 3,4% de complications de ce type-là. Il y a 0,2 à 0,5% d'IDM. Des complications locales, alors je répète, population semi-urgente aussi, à 8 à 10%, et une mortalité de 1%. C'est ce qu'on retrouve, 3,4%, ce qu'on retrouve dans l'effectif de l'étude GALA. Ce qui est à noter quand même, parce que c'est très important, normalement, en chirurgie programmée, c'est 1% de complications en chirurgie carotidienne, c'est que seulement 40% des patients étaient des carotides asymptomatiques. Sur les abords vasculaires à visée d'hémodialyse, un peu plus, on va dire, anecdotique sur la problématique, c'est des hommes pour un équilibre homme-femme, c'est des hypertendus dyslipidémiques, évidemment il y a un peu plus de diabétiques. On retrouve les 30% de coronaropathes, et les complications sont surtout locales, avec, dans ce qui génère plus de morbidité, un peu de sepsis quand ça survient. Sur les chirurgies des artères à visée digestive, le terrain, en fonction des cohortes, c'est plutôt des femmes, plutôt des patients pas très âgés, mais probablement qu'ils n'ont pas le temps de vieillir plus que ça. Des tabagiques, dyslipidémiques, un peu de diabète. On retrouve la même prévalence de coronaropathes. Et il se complique sur les atteintes vasculaires associées, c'est-à-dire sur les complications liées aux atteintes carotidiennes et de l'artériopathie des membres inférieurs. Quand on prend leur devenir post-opératoire, ils se compliquent d'ischémie digestive, ce n'est pas étonnant. Ils se compliquent d'infarctus, ils se compliquent d'accidents vasculaires cérébraux et des complications d'une chirurgie abdominale globalement. Concernant la chirurgie aortique, si on prend la description d'une population d'une très vaste cohorte, vous voyez l'effectif qui est conséquent, qui avait, cohorte nord-américaine, qui avait visé à établir un score de risque de mortalité post-opératoire. On voit que c'est des patients âgés de 70 ans, alors plutôt des femmes, ça c'est un peu plus étonnant, tabagiques, et c'est très important,
un surpoids. Et dans les comorbidités, on retrouve la cardiopathie ischémique, les antécédents de cardiopathie congestive, les complications neurovasculaires, la présence d'atteintes vasculaires associées et la BPCO. Les deux qui sont le plus représentés en termes de TAR, c'est la bronchite chronique et la coronaropathie. Quand on regarde les facteurs de risque qui sont associés à la mortalité post-opératoire, on retrouve ces éléments de BPCO, de cardiopathie ischémique, d'atteinte neurovasculaire, l'âge et le type d'intervention. Si on est sur l'endovasculaire, si on est la chirurgie ouverte et avec la frontière des reins, est-ce qu'on est en dessous des reins, au-dessus des reins. La répartition de ces différents facteurs de risque sur le devenir assez binaire mort-vivant est assez clair avec un peu plus de ces tares présentes chez la population des patients qui vont décéder. Dans cette cohorte conséquente, on est à 1,4% de mortalité hospitalière, ce qui s'explique par le type de recrutement, puis un peu plus de la moitié qui sont des chirurgies endovasculaires, parce que c'est assez peu, 1,4% en chirurgie aortique ouverte. Donc on va avoir 2 à 5% de mortalité en chirurgie ouverte, 1,5% sur les EVAR. En termes de morbidité, on a 20% d'infarctus avec, si ça survient, 7% de décès. On retombe sur d'autres cohortes, sur les 30% de coronaropathes. Les complications respiratoires favorisées par le tabagisme, la bronchite chronique. La bronchite chronique en elle-même est un facteur indépendant à certaines séries de mortalité post-opératoire. Les ischémies digestives, alors ça c'est compliqué puisqu'on va avoir une prévalence qui peut être relativement faible, mais ça dépend comment on la définit et ce qu'on recherche. Est-ce que c'est le patient qui fait vraiment la chirurgie, l'ischémie digestive avec une décompensation, une nécessité de résection, ou si c'est l'ischémie muqueuse à la coloscopie. Donc si on fait une coloscopie systématique, les équipes qui le font, ils vont jusqu'à 30% d'ischémie digestive post-opératoire. L'insuffisance rénale, là aussi, ça dépend de la technique, ça dépend du niveau de clampage et puis les facteurs de risque habituels d'optimisation périopératoire des patients associés à insuffisance rénale. En chirurgie de revascularisation des membres inférieurs, même terrain, tabagique, diabétique, hypertendu, dyslipidémique, avec, comme je dis, une prévalence de la maladie qui croît avec l'âge, et ça, quel que soit on retrouve ça dans les populations indiennes, populations nord-américaines, populations européennes, et encore une fois, probablement sous-diagnostiquée. La chirurgie de revascularisation des membres inférieurs, elle est associée aussi à une morbimortalité en fonction de la technique, endovasculaire, chirurgie ouverte. Ce qu'il faut noter, c'est que la morbimortalité est moindre en chirurgie endovasculaire, mais au prix, c'est les deux dernières lignes, de résultats de revascularisation à distance qui sont un peu moins bons. Et je ne parle pas des problématiques d'endofuite potentiellement derrière qui sont à gérer par les équipes. Bon, on a fait état de la population de malades à laquelle nous avons affaire. Mais est-ce que ça nous aide sur définir, est-ce que le patient que j'ai en face de moi en consultation, il est fragile ou pas et qu'est-ce que je lui fais? Donc déjà, de quels outils on dispose? Déjà, c'est de la médecine, de l'examen clinique. Donc il faut un interrogatoire soigneux, il faut un examen clinique soigneux, avec quelques outils qui sont en fait relativement puissants. Le NYHA. NYHA, quelle que soit l'intervention, est associé avec une relation exponentielle à la mortalité post-opératoire. L'évaluation de l'équivalent métabolique, c'est qu'est-ce que le patient est capable de générer en termes de VO2. Donc 1 mètre, c'est 3,5 ml d'O2 par kilo par minute, avec 3 catégories qui avaient été définies comme étant supérieures à 9 mètres, entre 4 et 8 mètres et inférieures à 4 mètres. Ce qui nous intéresse, c'est l'inférieur à 4 mètres, puisque c'est ces patients-là qui vont se compliquer, ce qui correspond à peu près à 15 ml d'O2 par kilo par minute. Comment on évalue ça? C'est simple, en interrogeant le patient et en cherchant à savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire dans son activité quotidienne. Ce qui peut être compliqué, puisqu'on peut me répondre, ok, mais si le gars il a la OMI et ou une maladie musculo-squelettique, il ne va pas être capable de monter ses escaliers, faire son jardin, se déplacer. Néanmoins, il faut poser la question, pas s'auto-censurer, parce que c'est une méthode d'évaluation assez puissante. Autre outil que maintenant vous connaissez tous bien, c'est l'évaluation du score de Lee, donc, qui cherche à évaluer la probabilité de survenue de risques d'événements cardiaques majeurs en post-opératoire, c'est-à-dire l'infarctus, l'œdème pulmonaire, les troubles du rythme post-opératoire, avec plusieurs critères. Le diabète sous insuline, l'antécédent de cardiopathie ischémique, l'antécédent de cardiopathie congestive, l'antécédent d'AVC ischémique et les chirurgies jugées à haut risque.
ça fonctionne. Quand on regarde par type d'intervention la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs tels qu'il l'avait défini en fonction des facteurs de risque et du type de chirurgie, on voit que c'est assez bien proportionnel la survenue de ces événements en fonction du nombre de facteurs de risque rencontrés, sauf en chirurgie de l'aorte abdominale où c'est moins clair sur la cohorte qui avait été étudiée. Le risque chirurgical, qu'est-ce qu'on entend par risque chirurgical? Il y a des stratifications un peu anciennes qui existent. Risque faible, donc chirurgie superficielle, d'endoscopie, la cataracte. Modéré, là ça commence à rentrer dans notre sujet avec l'endartérectomie carotidienne. Les élevés, sur plus de 5% de risque, c'est chirurgie aortique majeure, chirurgie vasculaire périphérique et les chirurgies longues hémorragiques ou chez la personne âgée. Notre société savante et la SFC avaient proposé un algorithme pour essayer de stratifier ce qu'on propose aux patients dans l'évaluation préopératoire. Chirurgie urgente, hors champ. Chirurgie non urgente, est-ce que mon patient est stable? Donc ça passe interrogatoire, l'examen clinique. Patient instable, on diffère l'intervention, on fait le point. S'il est stable, le score de Lee. S'il est faible, on optimise, on va à l'intervention. S'il est élevé, c'est strictement supérieur à 2, on l'explore par la capacité fonctionnelle par le MET. Si c'est une chirurgie vasculaire sur un score intermédiaire, c'est-à-dire 2, on l'explore aussi par le MET. Si le MET est inférieur à 4, on réalise un test ischémique et en fonction, on statue, on discute avec les collègues, soit les spécialistes d'organes, l'optimisation du traitement, le parcours du malade et éventuellement discuter avec l'équipe chirurgicale de la modification de la stratégie de prise en charge. Qui, en chirurgie vasculaire, globalement, va se traduire par, en fonction des possibilités techniques, l'endovasculaire versus la chirurgie ouverte, même si les résultats sont un peu moindres. Sur les complications respiratoires, là encore, il y a une importance de l'examen clinique, de l'interrogatoire. Est-ce que mon patient fume? C'est quoi la quantité de tabac qu'il a consommé? Est-ce que cliniquement, il a une toux qui est conséquente? Est-ce qu'il est encombré? Est-ce qu'il a été hospitalisé pour des problèmes respiratoires? Les EFR ne sont pas complètement prédictifs, surtout que une population avec une BPCO stade 1-2, ça ne va pas être très bien corrélé aux complications respiratoires post-opératoires. On peut rajouter un peu de biologie. On est sur une population, vous avez vu, avec pas mal de cardiopathes. ProBNP, c'est un outil qui peut être puissant pour pronostiquer quelle va être la trajectoire ou la stabilité de votre patient en périopératoire. Ça, c'est plus pour avoir un peu une idée du devenir. Si on fait des courbes de survie d'événements cardiaques post-opératoires, c'est complètement associé à la fonction systolique du ventricule gauche. Donc, dans ma consultation anesthésie, je fais le point sur les antécédents, la classe INRIC-HA, le MET, le Lee, comment mon patient se comporte dans sa vie quotidienne, parce que le MET, ça marche aussi sur la même respiratoire. Est-ce qu'il fume? Si oui, combien? Vous l'avez vu dans les cohortes, 80% de tabagique globalement. Est-ce qu'il était hospitalisé pour ça? On l'examine soigneusement. Est-ce qu'il est encombré? Est-ce que j'ai des signes d'insuffisance cardiaque? On fait le point sur les traitements et on se met, si c'est nécessaire, en concertation avec les spécialistes d'organes. Est-ce qu'on peut associer des éléments de réflexion à ça? Certaines équipes, sur le chirurgie aortique notamment, ont testé des modèles prédictifs, justement combinant ces différentes comorbidités pour voir si on pouvait prédire est-ce que le patient va se compliquer en post-opératoire. L'outcome, c'est la mortalité. On voit que les modèles ont des performances plus ou moins importantes. Après, le questionnement, c'est qu'une fois qu'on a établi que le patient était allait plus ou moins mourir en post-opératoire, en consultation, à quoi ça nous sert pour optimiser le traitement? On peut discuter du parcours, c'est-à-dire que le risque, c'est où est-ce qu'on le met en périopératoire, comment on l'optimise, et encore une fois, la stratégie d'exploration et de prise en charge chirurgicale. Bien alors, la notion de fragilité, on revient au titre, est-ce qu'ils étaient tous fragiles? Et la fragilité, c'est un concept en soi. Il n'y a pas de consensus. On peut l'aborder sur un aspect déficitaire, performance physique, statut nutritionnel, santé mentale et cognition, mais c'est quelque chose c'est associé, mais c'est pas complètement, il n'y a pas d'overlap complet entre ça et les comorbidités ou l'invalidité. Les comorbidités, c'est des facteurs de fragilité, mais il y a différents modèles qui les imbriquent. Globalement, il y a 3 modèles qui sont décrits. L'accumulation de déficit, où en fin de compte, la fragilité, c'est les conséquences des comorbidités, des anomalies biologiques, de l'invalidité des symptômes.
Le phénotype physique, mon patient, il dit qu'il marche moins vite, il a moins d'activité physique, la force de préhension est moindre, il se présente comme étant asthénique, il a perdu du poids ou il est sarcopénique. Et la fragilité comme intégrant, en fait, l'aspect multidimensionnel, c'est qu'on intègre aux éléments physiques et cognitifs les éléments d'environnement. C'est quoi son niveau social et économique, c'est quoi son entourage, c'est quoi son appui, en fait, à ce patient dans sa vie quotidienne. En fait, ça renvoie la fragilité à un concept que j'avais appris externe, et je pense vous aussi, d'un 2-3 de Bouchon qui était appliqué en gériatrie. C'est qu'en fin de compte, j'ai ma fonctionnalité d'organe, une dégénérescence progressive liée à l'âge, j'ai une maladie chronique, je suis hypertendu, ça vient aggraver cet état fonctionnel. Donc le delta, c'est la fragilité. Si je rajoute à ça un stress chirurgical, mon patient non fragile, il va encaisser le stress chirurgical, il ne va pas être décompensé, son trajectoire va être simple. Mon patient qui est un peu fragile, même stress chirurgical, je vais rentrer dans la dysfonction d'organes et avec une capacité ou une incapacité à lui faire retrouver une hémostasie en post-opératoire. Alors, maintenant qu'on a essayé de définir un peu ce que c'était, qu'est-ce que ça représente en termes d'épidémiologie ? Déjà, ça concerne plutôt les patients âgés, mais pas que. Plutôt les femmes et évidemment plutôt les patients comorbides. Comme vous le voyez sur l'histogramme, il y a une prévalence croissante de la fragilité avec l'âge, même si, encore une fois, il y a des patients âgés qui ne sont pas fragiles. Si on prend en chirurgie, il y a si on réduit un peu le spectre, les patients chirurgicaux sont un peu plus fragiles que les patients tout venant. Et la chirurgie réglée non carcinologique, c'est 30% de patients fragiles. Réglée carcinologique, 50% de patients fragiles. Et les patients qui doivent rentrer dans un circuit de chirurgie en urgence, ils sont 8 fois plus fragiles que la chirurgie réglée. Et si on réduit encore le scope sur le sujet du jour, la chirurgie vasculaire, la fragilité, c'est associé à une augmentation en chirurgie parotique, par exemple, de la mortalité, sauf sur l'endovasculaire. L'évaluation de la sarcopénie sur une tomodensitométrie, donc on prend une section du psoas et on regarde la surface, donc plus je suis sarcopénique, moins je marche, plus j'ai un psoas qui est réduit et inversement, donc plus le psoas est gros, plus c'est protecteur entre guillemets. Il y a 3 fois plus en cas de fragilité, de morbidité en termes d'insuffisance rénale, d'IDM, d'AVC ischémique. Il y a 8 fois plus de complications cardiaques et surtout d'infarctus et 2 fois plus de complications de décompensation d'état précités. De quel outil nous disposons ? Alors en fait, en chirurgie vasculaire, il y en a quelques-uns qui ont été étudiés, mais ça dépend en fait de quel modèle, sur quel modèle vous vous basez. Donc la principale exploration, ça a été le modèle d'accumulation de déficit avec 5 échelles, avec assez peu de comparaisons entre elles, qui ont étudié cet aspect fragile des patients vasculaires. Sur le phénotype physique, chose assez pratique, c'était test de préhension. Quelle est la force, quelle est le grip de mon patient en préopératoire et est-ce que c'était associé au devenir post-opératoire. Et comme je vous l'ai dit, l'évaluation de la sarcopénie en tomodensitométrique a surtout été étudiée dans la population de patients bénéficiant d'une technique endovasculaire de réparation de l'aorte. Mais ça a ses limites, comme vous en doutez, quand on prend même population de patients revascularisés des membres inférieurs. 2 échelles différentes de fragilité. Les 2 échelles ne classent les patients comme étant fragiles, sont d'accord pour classer les patients comme étant fragiles que dans 23% des cas, au maximum. Donc c'est-à-dire qu'elles sont 2 outils différents, on ne classe pas les patients de la même manière. Et quand on regarde le caractère prédictif en termes d'odds ratio de ce qui va advenir du patient, sur la mortalité, les performances, une fois ajustées, sont un peu moins bonnes et différentes entre les 2 échelles. C'est-à-dire qu'on l'ajuste sur les comorbidités, donc l'insuffisance cardiaque, alors le genre n'est pas une comorbidité, mais le genre féminin, l'insuffisance rénale, voilà, donc c'est un peu moins performant, elles ne disent pas la même chose en plus. Et quand c'est sur une morbidité, donc membre inférieur, par exemple l'amputation, c'est très mauvais, ça ne marche plus du tout une fois que ça a été ajusté. Donc on pourrait implémenter dans votre évaluation préopératoire, à votre examen clinique soigneux, les outils éprouvés, le NYHA, le MET, le score de Lee, l'examen clinique de votre malade, qui sont la base du raisonnement médical et qui doivent rester la base du raisonnement médical et qui fonctionnent, à l'évaluation de la fragilité, ce qui peut implémenter un peu ou réorienter quelques malades dans une case ou une autre.
Donc en conclusion, la question, est-ce que tous les patients en chirurgie vasculaire sont fragiles? La réponse est non, mais ils sont quand même assez comorbides. Donc il y a une place majeure, à mon sens, de l'évaluation clinique préopératoire, parce qu'une évaluation soigneuse, ça vous permet de discuter avec les spécialistes d'organes, avec les gens qui le suivent, vous voyez vous ponctuellement, mais ces patients, s'ils sont médicalisés, ils ont un médecin traitant. Vous pouvez discuter avec votre équipe de cardiologues ou vos correspondants, avec le chirurgien, pour définir le parcours, quelle est sa trajectoire, soins critiques post-op, combien de temps, qu'est-ce qu'on surveille, la technique chirurgicale, est-ce que je fais l'endovasculaire, est-ce que je fais une chirurgie conventionnelle, et argumenter l'examen complémentaire qui, évidemment, ne doivent pas être systématiques. Et on peut avoir un patient avec une anévose de l'aorte qui n'est pas ni fragile ni comorbide de manière majeure. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors moi, j'ai une première question. Qu'est-ce que tu utilises comme outil en consultation d'anesthésie pour évaluer la fragilité? Alors, pour l'instant, on travaille sur quelque chose d'assez simple. C'est, alors pas sur toutes les interventions, mais sur la sarcopénie. On est en train de regarder un peu la sarcopénie mesurée justement sur le psoas comme élément, parce que la dénutrition, c'est assez compliqué en fait à évaluer en consultation, déjà pour les problèmes de temps, et puis tous les outils disponibles sont quand même assez voilà, c'est chronophage, c'est quasiment pas le temps anesthésique en fait de faire ça, et en fait l'imagerie, ça permettrait, on est en train de discuter avec les radiologues, d'avoir déjà une stratification du patient, dénutri, pas dénutri. Voilà. Après sur les échelles de fragilité, c'est en discussion, mais on est sur la question de pas de praticité, mais ça rajoute encore une évaluation à faire, donc à implémenter dans l'équipe, c'est pas tout à fait simple. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas cumuler plusieurs déficits, la fragilité et ce haut risque cardiovasculaire. Et chez les patients fragiles, il y en a quand même beaucoup qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, une fois que tu t'es fait une première idée en consultation, est-ce que tu vas systématiquement, pour ceux qui sont fragiles, faire une évaluation gériatrique? Ou au contraire, est-ce que tu vas enfin au contraire, c'est pas au contraire, est-ce que tu vas pousser un peu plus dans les explorations cardiovasculaires ou pas? En fait, ça dépend. C'est pour ça que c'est une vraie discussion d'équipe, parce que le patient, en fait, à mon sens, la problématique n'est pas forcément l'aorte. L'aorte, ça fait un peu peur, ils ont des bilans un peu exhaustifs. Voilà. C'est plutôt, je trouve, le parent pauvre de la vasculaire, c'est un peu leur vascularisation des membres inférieurs, parce qu'en fin de compte, c'est des patients qui sont pas comorbides, qui ont des complications non négligeables en post-opératoire, et en fin de compte, ils arrivent dans le pipeline de la chirurgie, donc des fois asymptomatiques, mais des fois sur une ischémie critique, des fois avec Et donc, on diffère l'intervention parce qu'on a décidé, on a discuté qu'il fallait faire une exploration cardiaque. En fin de compte, le patient, il revient non exploré, mais en ischémie aiguë d'une jambe. Donc, c'est une vraie discussion de comment dire, se conforter à la règle et se dire mais est-ce que je rends service aux malades en multipliant les explorations? Parce que là, les chiffres que je vous ai présentés, à part pour les carotides, c'est que du programmé en fait. Donc en urgence, l'ardoise est beaucoup plus lourde. Donc voilà, il y a une vraie réflexion à ce sujet. Ce qu'on fait, c'est qu'on en discute avec le chirurgien vasculaire en fait quasiment en live, en disant voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation vasculaire du patient? Est-ce que est-ce qu'on peut différer un peu sur tel ou tel argument? Au contraire, on est catégorique en disant là, on va au carton, il faut absolument, on prend le risque qui se complique, mais en tout cas, on va à l'exploration. Donc à mon sens, on argumente et c'est un staff en fait, c'est une vraie discussion d'équipe. Mais c'est compliqué parce que les situations sont variées, de stratifier ça dans des pipelines un peu automatiques sans discuter entre docteurs. Ce qui n'est pas l'objet, en fait. On fait de la médecine, on voit le malade, on l'examine, on discute entre nous, on arrive à la meilleure décision pour lui. Oui, je pense que c'est un message fort. Et d'ailleurs, je suis content de voir qu'on fait à peu près pareil chez nous, alors qu'on se demande parfois si c'est bien ou suffisant. On a intégré récemment une échelle de fragilité dans notre consultation. Alors, on a pris une des plus simples, la clinique. Et finalement, on voit qu'on ne sait pas très bien chez ces patients qu'est-ce que ça nous apporte de plus, parce que finalement, la dénutrition, on le voyait déjà, mais c'est souvent un argument supplémentaire pour en discuter tous ensemble dans un staff. Et finalement, ces patients vasculaires un peu graves, là, c'est un peu ce qui a été à l'origine de la création d'un staff d'anesthésie chez nous, où on va discuter de ces patients et éventuellement appeler en direct ou faire descendre même le chirurgien s'il peut pour discuter.
quitte à ce que ça ne change pas forcément ce qui a été décidé après, mais au moins on est prêt pour ce patient. Peut-être qu'on va le monitorer différemment, peut-être le préparer autrement avant, et puis l'informer aussi du risque important qu'il a. Il y a l'information, il y a le parcours aussi. C'est bon, les places en soins critiques, on le sait tous, c'est pas florissant. Et donc arriver le bon, enfin, je déflore un peu d'autres sujets, mais le bon parcours au bon patient. C'est si on met juste une étiquette, bon, on le sur les jambes, donc il va systématiquement comme ça ou systématiquement comme ça. C'est une idée, mais c'est pas la réalité de la situation médicale des patients qu'on rencontre en fait. Donc voilà, ça permet de, encore une fois, c'est l'argumentaire et le prétexte entre guillemets à discuter de patients en équipe en fait. Je ne sais pas si vous en avez l'expérience dans vos équipes, mais nous aussi, on a mis en place un staff qu'on appelle le staff dossier difficile. Et c'est là que vont être décidés. On convie les chirurgiens de la trajectoire du patient. Est-ce qu'il va avoir une évaluation gériatrique? Est-ce qu'en post-opératoire, il va aller en SSPI ou en USC ou en réanimation? Bon, c'est une piste, hein, c'est sûrement pas la seule. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des commentaires? Pas de commentaires. Ben, on va passer donc à la communication suivante. Merci beaucoup.